Bienvenue sur Rebond, le rendez-vous de la prise de parole en public. Prendre la parole, c'est faire passer tes idées, influencer ton auditoire, le faire passer à l'action. C'est aussi le dépassement de soi pour affirmer ton leadership. Mes invités sont entrepreneurs, managers, leaders inspirants. Ils vont te donner leurs liens, leur histoire, leur impact avec la prise de parole. Pour avoir leurs meilleurs conseils, abonne-toi. Tu veux avoir confiance en ta parole pour engager ton public ? Je te propose un accompagnement individualisé et adapté à tes enjeux et objectifs. Avec moi, tu découvriras les secrets de l'art oratoire. Tu pourras les appliquer instantanément au service de ta performance. Ton auditoire deviendra tes alliés et acteurs de tes interventions. Aujourd'hui, nous accueillons Marie Pelletier, responsable projet RH à Cartier. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. C'est souvent une phrase que je me redis, c'est-à-dire à un moment quand tu prépares une prise de parole ou quoi, qu'est-ce que tu veux dire de manière synthétique ? Cet épisode se fera en 3 parties. Voici la dernière. Vous retrouverez les 2 autres dans la description du podcast. Partons ensemble maintenant à sa rencontre. De ton point de vue en tant que responsable RH, quels sont les 3 avantages majeurs pour une personne qui travaille dans les RH ou pour un manager à maîtriser la prise de parole en public ? Je la définis, c'est-à-dire réunion, présentation de projet et discours dans des conséquences à des publics plus importants en termes de nombre. Alors ce que ça m'évoque, je dirais déjà en premier, c'est que pour une équipe RH, une direction RH dans son ensemble, la prise de parole, en fait, elle est assez clé pour créer une harmonisation au sein de l'entreprise. En fait, on gère un groupe d'individus. Les individus ont l'impression qu'on les traite de manière individuelle, mais en réalité, on gère un groupe d'individus. Et ça, c'est extrêmement difficile, comme dans n'importe quel groupe. Je pense que je vais faire écho à toutes tes expériences également, et notamment dans l'associatif. Très souvent, on voit ça, en tout cas en tant que collaborateur, en tant que membre d'une association, on voit son prisme, on voit ses besoins individuels, mais on voit rarement que les personnes qui gèrent ce groupe d'individus, elles ont nos besoins multipliés par le nombre d'individus, en fait. Et le prisme collectif, quoi. Et le prisme collectif. C'est extrêmement compliqué. Et moi, je dis souvent que dans les équipes RH, c'est 20% des individus qui prennent 80% de le temps de l'équipe. C'est-à-dire que souvent, c'est quelques cas particuliers. La fameuse loi de Pareto du 80. Voilà, peut-être, mais appliquée différemment. C'est quelques individus qui vont être plus compliqués, pour plein de raisons différentes, qui vont prendre beaucoup de temps en termes de gestion RH au détriment du groupe. Et ça, c'est très difficile parce qu'on gère un groupe, encore une fois. Donc nous, on est là pour gérer ce groupe. Alors, comment on fait en sorte que nos prises de parole servent justement cet intérêt collectif ? Donc pour moi, j'y vois déjà cet aspect-là qui est, on va dire, l'harmonisation de la vie d'un groupe d'individus au sein d'une société. Donc donner le même niveau d'information sur un sujet, donner la connaissance d'une procédure à un ensemble de personnes et de la même manière pour éviter aussi des interprétations différentes en fonction des personnes, et c'est vraiment difficile parfois. Donc ça peut être ce premier avantage. Deuxième avantage, je dirais que c'est d'embarquer ce groupe d'individus, derrière nous, derrière les valeurs de l'entreprise, derrière des pratiques managériales, derrière des process RH divers et variés. C'est vraiment ça, d'embarquer derrière nous. Troisième point, c'est cette confiance dont on parlait tout à l'heure. Je pense que ça, c'est hyper important, en fait. Je reviens sur la partie peut-être plus individuelle, finalement. En premier avantage, j'ai parlé du groupe, mais je dirais que dans les 3 avantages, il y a aussi cette question du lien individuel avec les collaborateurs. Alors, 2 questions en une. Toujours dans le cadre de la prise de parole, comment tu fais pour gérer les tensions et les résoudre ? Et comment la prise de parole t'aide ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, comment tu accueilles des points de vue différents, des feedbacks différents, mais comment elles nourrissent à la fois le projet, mais comment ta parole aide aussi à accueillir ça ? Alors sur la première question, je vais avoir du mal à te répondre parce que j'ai rarement eu des situations de conflit, en particulier dans mon expérience actuelle. De tension peut-être, souvent ça peut être expliqué, oui, d'incompréhension peut-être plus. C'est souvent lié finalement à la manière dont on lance un projet et dont on pratique la conduite du changement. Comment on accompagne à ce changement ? Qu'est-ce qui va changer exactement ? Comment on convainc les personnes les plus récalcitrantes, on va dire, de se laisser embarquer et de contribuer aussi à cette mise en œuvre
d'un nouveau projet, d'une nouvelle action. Donc moi, je dirais que c'est prendre du temps avec cette personne, peut-être plus à un niveau individuel que collectif. Collectif, c'est indispensable, mais il y a aussi l'individuel pour les personnes qui peuvent être justement plus en retrait. La qualité de ce temps et de ces échanges, elle est hyper importante. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se joue sur l'informel. Pas forcément, par exemple, dans les cas de résistance au changement que je peux avoir, plutôt que de mettre un point à la personne dans son agenda en lui disant « j'ai besoin de te parler au sujet de tel projet, je sens que tu n'es pas très favorable », au lieu d'y aller de manière aussi frontale et formelle, privilégier un point à la machine à café, prendre les choses plutôt à froid, plutôt que de tout de suite après la réunion avoir senti que la personne était en retrait, aller la voir d'emblée, non, laisser un peu décanter les choses aussi. Voilà, pour moi, il y a vraiment cette question de prendre le temps, de lever les sujets d'incompréhension en laissant justement cet espace d'échange. Donc voilà, je pense que je répondrai comme ça. Et après, sur les conflits, les tensions que j'ai pu avoir, alors plutôt par le passé, la parole, elle peut faire mal. On n'en a pas beaucoup parlé, mais y compris dans le monde de l'entreprise. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des situations, encore aujourd'hui, malheureusement, de harcèlement pour aller jusque-là, mais ça peut ne pas être jusqu'au harcèlement. Ça peut être aussi, dans le cadre d'une réunion, voilà, prendre une réplique en pleine figure qui déstabilise, qui fait mal, parce que ça touche quelque chose de personnel. C'est une arme qui peut être à double tranchant, soit dans le côté fédération, confiance et performance et motivation des équipes et bien-être aussi, et aussi dans l'autre phase de la pièce qui peut être très violente tel que tu le décris, quoi. Oui, alors ça m'est arrivé récemment, ça me fait penser que ça m'est arrivé récemment quand même, c'est très rare, mais en l'occurrence c'était dans une réunion d'équipe où j'ai abordé un sujet et une personne m'a coupée en disant c'était à elle en fait de s'exprimer sur ce sujet, donc je lui donnais la parole. Et elle a refusé en fait de la prendre. Et elle m'a dit non, je vois même pas de quoi tu parles, voilà, devant toute l'équipe. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de charges de travail de son côté, peu de disponibilité. Bon, bref, voilà, plein d'éléments extérieurs qui font que, et rien lié en fait à ma personne. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fini la réunion et je l'ai rappelé dans la foulée. J'ai dit voilà, j'ai besoin qu'on en parle parce que moi, ça m'a déstabilisée, ça m'a heurtée en fait. Moi, j'y peux rien en fait. Je ne comprends pas déjà pourquoi tu t'es exprimé sur ce ton, et moi je l'ai vécu comme ça, et voilà, mais toujours en mettant aussi en place une communication non violente, donc basée sur ce que je ressentais, et en fait voilà, ça a complètement dégonflé l'événement, enfin voilà, encore, je veux dire là depuis, on s'est parlé maintes et maintes fois, il n'y a aucun problème, mais c'est vrai que voilà, il y a aussi cette question de ne pas laisser les choses lettres mortes, j'ai envie de dire, et de ne pas laisser une situation de tension ou de mal-être s'installer, et d'y être vigilant. Et alors après, tu as une deuxième question, c'était... Comment tu accueilles des points de vue ou des feedbacks différents ? Alors par rapport à cette question, moi ce qui me vient, c'est que on a parfois beaucoup de mal à avoir des feedbacks. Donc quand on en a beaucoup, j'ai envie de dire, c'est plutôt positif. Donc déjà, j'aurais tendance à le prendre de manière assez positive. Et l'enjeu, c'est de se positionner par rapport à ces feedbacks. Qu'on ait un feedback quand on est plusieurs, c'est une chose. Et la question, c'est comment on traite ce feedback. Pour moi, ça dépend beaucoup des situations. Je vais avoir du mal à répondre de manière concrète. Mais je pense qu'en tout cas, la prise en compte du feedback va permettre aussi l'adhésion des acteurs. Et que si on ne prend pas en compte leur feedback, ils vont rapidement s'en rendre compte. Donc pour moi, ça va vite se voir. Exactement. Donc pour moi, tenir la personne au courant de sa proposition et lui dire « Désolé, en fait, on ne pourra pas y donner suite pour telle et telle raison », c'est presque incontournable. Et que si on ne le fait pas, ça sera beaucoup plus décevant que d'aller lui dire que finalement, c'est pas possible et de lui exprimer un non, mais d'exprimer un non avec des raisons. En fait. Pour moi, c'est un des éléments qui est, je trouve, très oublié dans la prise de parole, mais dans des équipes. C'est une des fonctions premières de prendre la parole en public, en réunion, en projet, c'est comprendre. Pour moi, c'est très très lié. La fonction, c'est de pouvoir comprendre l'autre, comprendre son point de vue. Si on n'est pas clair vis-à-vis de soi-même, c'est très difficile d'être clair que les autres comprennent. Et après, c'est d'être aussi très clair sur les décisions positives ou négatives, mais dans une logique de donner des raisons, parce que Exactement. c'est pour éviter le flou, et la conséquence du flou, c'est la perte de confiance et ensuite la démotivation. Ah, c'est clair, c'est clair. Et justement, sur un projet, c'est la meilleure manière de perdre des personnes. Moi, j'ai entendu beaucoup trop de prises de parole où dans des milieux professionnels ou entrepreneuriales où les personnes parlaient pour elles-mêmes et en fait c'est pas clair pour le public
Et en 3 minutes, tu perds tout le monde et ciao, bye quoi. Complètement. Alors justement, ça me fait penser qu'en amont de notre échange, j'avais réfléchi un petit peu à ce que ça pouvait m'évoquer dans le milieu RH en général, la question de la prise de parole, de manière très large. Et il y a une notion que je voulais évoquer qui était la synergologie. Alors je ne sais pas si tu Très bien, en as entendu parler. Nous, on a eu cette chance en fait dans l'équipe RH de faire appel à une coach qui, à l'origine, a dispensé des formations sur plutôt l'empowerment au féminin, qui s'appelle Samuel Sixou, mais qui, par ailleurs, a aussi une formation de synergologue et qui est aussi formée en neurosciences. Et donc, une fois, elle a fait une intervention pour nous en séminaire d'équipe sur la synergologie. Et vraiment, c'est passionnant parce que c'est la prise en compte des gestes et des postures d'un interlocuteur. Au-delà de ce qu'il va dire, au-delà de la posture d'écoute qu'il va avoir, c'est quels sont les gestes, quelle est son attitude et qu'est-ce que ça peut me laisser penser de son émotion et de ce qu'elle pense. Alors, c'est pas une science exacte dans le sens... Alors, après, je vous laisse vous renseigner si vous avez envie d'être formé sur le sujet. Mais c'est vraiment... ça donne des clés, en fait, dans la relation avec autrui. Il y a plein d'éléments qui peuvent justement nous aider à améliorer notre prise de parole, mais même en direct avec une personne. En regardant comment il se positionne, comment il croise ses bras, comment il se positionne au niveau du haut, du bas de son corps, le regard, énormément d'éléments de cet ordre-là qui vont nous permettre d'avoir un peu plus d'éléments sur ce qu'il pense, sur son émotion, et de calibrer justement nous la manière dont on va interagir avec lui ou avec elle. Et donc je trouve que ça c'est vraiment intéressant, et je pense que l'équipe RH a beaucoup apprécié cette prise de parole de la conférencière en l'occurrence, mise en abîme, parce que ça nous a donné des clés en fait dans notre quotidien. Nous, on a parfois beaucoup de mal à interpréter ce que peut venir nous dire un collaborateur ou un manager. Entre ce qu'il nous dit, ce qu'il pense réellement, il peut y avoir un écart. Et voilà, je trouve que ça peut être très utile en tout cas d'avoir des clés à ce niveau-là. Alors ça me permet de mentionner un point, parce que dans beaucoup de formations de prise de parole, on cite souvent l'étude que le non-verbal, le verbal c'est 7%, complètement. Le non-verbal, 93%. Et paraverbal, tout ça. Ouais. Juste pour casser un peu le mythe de l'étude, c'est que cette étude scientifique, elle est très faussée. Moi, je trouve que quand on utilise cette étude-là, quand on est formateur en prise de parole, c'est limite mensonger, parce que même l'auteur de l'étude lui-même, qui est Albert Mehrabian, disait ça fait que dans un cadre précis, c'était que une centaine de personnes, ça n'a jamais été scalé, etc. etc. Les gestes soutiennent la parole, mais pas à 7%. C'est prendre cette étude-là, pour moi, c'est très, ça peut être dangereux et faussé, parce qu'on se dit, on voit que les gestes, mais on oublie les mots, quoi, parce qu'on n'en retient que 7%. Par contre, ce qui est d'autres éléments, et là c'est plutôt de la psychologie systémique, qui montre que tu as les mots et le contenu de ce que tu dis et la nature, je crois. Donc c'est voir l'école de Palo Alto, qui a inventé la psychologie systémique, et que les êtres humains vont d'abord croire les gestes, le corps, les émotions, et ensuite les mots. C'est-à-dire, un exemple très concret. Alors, là, je pense que les auditeurs vont l'entendre. Si par exemple je vous dis cette phrase-là, je suis absolument heureux et content d'être là et de discuter avec Marie autour de la prise de parole et des RH. Il y a de très fortes chances que la phrase que j'ai dite, vous n'allez pas me croire, parce qu'il y a un air voire triste, apeuré, ou pas content d'être là. Et en fait, on va d'abord croire la prosodie et les gestes, et c'est ça la cohérence entre et ce qui permet de créer la confiance, c'est quand les mots sont cohérents avec l'intonation, les gestes. Et ça, c'est essentiel de le comprendre. Si on vous dit, si on vous sort cette étude de 7%, 93%, fuyez. Par contre, allez voir la psychologie systémique, allez voir d'autres éléments comme la synergologie, qui est extrêmement intéressant. Oui, ou alors juste retenir cette idée, en tout cas, qu'on a souvent tendance à travailler son langage verbal, ce qu'on va dire. On va rarement penser au langage non verbal. Comment on utilise les gestes, comment on regarde la personne, voilà. Peut-être plutôt retenir ça, effectivement, parce que ça, c'est quand même très vrai. D'abord, tu vas croire le non-verbal et la prosodie, quoi. Seulement si le message il est incohérent. 2 dernières questions. Si tu avais, pour des RH ou des managers qui souhaitent progresser en prise de parole, quels seraient tes 2 conseils que tu donnerais
en plus de tout ce que on a échangé tout à l'heure? Trouver des points de confiance en soi. Je pense que ça, c'est essentiel. Penser qu'on a quelque chose à transmettre et trouver justement quels sont les éléments qui nous caractérisent nous-mêmes pour aller prendre la parole. Si on ne croit pas en soi, pour moi, on aura du mal en fait à prendre la parole et comme on le disait juste à l'instant, mais rayonner de cette confiance en soi et transmettre ce message. Donc pour moi, ce premier conseil, c'est se connaître soi-même, aller chercher des points d'ancrage en soi pour gagner en confiance en soi, en fait. T'es pas convaincu, tu ne seras jamais convaincant. Exactement. Pour moi, il y a déjà cet aspect-là. Et le deuxième conseil, moi je dirais que c'est ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. C'est souvent une phrase que je me redis, c'est-à-dire à un moment quand tu prépares une prise de parole ou quoi, qu'est-ce que tu veux dire de manière synthétique ? Parce que souvent, on est dans ce mélange de pensées, de son travail au quotidien. On a du mal à sortir en fait la tête de l'eau pour aller faire émerger les idées essentielles. Donc voilà, cette phrase, pour moi, c'est ça qu'elle veut dire au fond, c'est comment on pose les choses de manière synthétique pour ensuite construire sa prise de parole. Et ça, c'est vrai dans n'importe quelle situation. Quand on prépare un entretien avec un collaborateur en tant que manager, ou vice-versa, quand un collaborateur prévoit de négocier un aspect de son salaire, pour prendre un exemple très concret et très parlant, avec son manager, comment il va préparer sa prise de parole. Et la manière dont il va poser son discours, la manière dont il va structurer son discours est extrêmement importante. J'en profite aussi pour partager un dernier tips qui est hyper important, je trouve, et pareil, auquel on ne pense pas assez, c'est la question des questions à tiroir. En fait, très souvent, on arrive avec une idée qu'on a envie de transmettre, son discours bien rodé, etc. Dans certaines situations, la pertinence pourrait être aussi de poser des questions les plus ouvertes possibles, éviter les questions fermées oui-non, mais justement aller chercher des questions avec un comment. C'est hyper important parce qu'en fait, c'est aussi ce qui permet de créer la relation. Et tu me demandais des conseils pour la relation justement manager-collaborateur ou dans une équipe, dans une relation de travail en fait entre pairs. Et nous, équipe RH, pour aller saisir un climat en fait dans une équipe, une ambiance dans une équipe ou auprès d'un collaborateur, les questions ouvertes, elles sont indispensables en fait. Et pour aller un peu plus loin, c'est peut-être un jeu. Alors, il y a un jeu quand on veut prendre la parole sur la partie plutôt argumentation rhétorique, qui est le jeu des 5 pourquoi. C'est-à-dire exactement. Le jeu que les 100% des enfants bébés font, pas 5, mais ils en font 10, 15, 20, 30, qui peut énerver les parents. Mais on peut aussi le transformer en jeu des 5 comment, en fait. C'est-à-dire comment on fait pour faire tel projet, tu présentes le projet, ah oui, mais comment on fait pour être plus précis, etc., pour arriver vraiment à la clarté et à la compréhension mutuelle de ce que l'on veut faire. Oui, et ça ne sera pas du tout la même chose d'accueillir, par exemple, d'ouvrir un point individuel avec son collaborateur en lui disant « Bonjour Martine, ça va ?» ou de dire « Bonjour Martine, comment vas-tu ?» Voilà, pour moi, ça c'est un exemple qui est flagrant, que nous, en tout cas, moi je le sens bien chez nos collègues dans l'équipe RH parce qu'on a cette sensibilité, je pense. On essaye vraiment aussi de passer sur un niveau de question qui est celui-ci parce que c'est plus qualitatif en fait. Même dans le simple souci de savoir comment notre entourage va en fait. D'ailleurs, comment tu vas après une heure d'échange Eh ben, écoute, je commence à fatiguer ce qui s'est vu dans la citation. Non, très, très bien. Je trouve que c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses à en dire. Je pense que l'expérience d'une équipe RH sur la parole, la communication, elle est très particulière. Elle incarne aussi la voix de l'entreprise. Donc c'est ça aussi qui met de l'enjeu dans sa prise de parole. Et voilà, je conclurai là-dessus, je pense. Pour les personnes qui veulent te contacter, par quel procédé ton compte LinkedIn LinkedIn, c'est très bien. Vous avez mon LinkedIn, Marie Pelletier. Je vais le mettre en lien de la description. Ce sera avec plaisir. Même pour vous orienter vers d'autres personnes, j'ai cité quelques personnes. N'hésitez pas. Ok, merci beaucoup Marie. Merci Pierre. Un grand merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager et mettre 5 étoiles plus un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. À bientôt pour une nouvelle rencontre.